Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à la grève, avec la manifestation, le degré le plus élevé de la contestation sociale dans un cadre démocratique. Son histoire est pourtant plurimillénaire et a revêtu de nombreuses significations. Signe avant-coureur de révolution réelle ou fantasmée, elle a d'ailleurs été longtemps interdite en France, comme toute forme de rassemblement des travailleurs. Vous voulez en savoir plus sur la grève? Venez avec moi. La première grève dont nous ayons trace dans l'histoire remonte à l'an 29 du règne de Ramsès III, aux environs de 1166 avant Jésus-Christ. Le pharaon veut une tombe démesurée, mais il n'a pas les moyens de ses ambitions, et les artisans de Der El Médineh, près de Thèbes, au bord de la haute vallée du Nil, ne reçoivent plus les provisions qui constituent leur salaire. Au 18e jour, nous raconte le scribe Amenakhat sur ledit papyrus de grève, conservé au musée de Turin. Il cesse de travailler. Après plusieurs semaines d'opposition au pouvoir, malgré les menaces de répression, ils obtiennent gain de cause. En ce qui concerne la Rome antique, on remonte souvent à la première session de la plèbe en 494 avant Jésus-Christ. Le temps de la monarchie vient de s'achever, laissant la place à un système oligarchique dont seuls quelques privilégiés profitent. Les patriciens, ceux-ci peuvent vendre leurs débiteurs comme esclaves ou les condamner à mort. En signe de protestation, la plèbe se retire son lavantin. Ils obtiennent ainsi quelques droits, comme celui d'avoir leurs propres représentants, les tribuns de la plèbe. Ce souvenir fait encore référence pour les révoltés du 19e siècle comme pour l'opposition politique antifasciste qui boycotte la Chambre des députés italiens après l'assassinat du député socialiste Giacomo Matteotti en 1924. Mais cette nouvelle retraite sur l'Aventin aura cette fois le contraire de l'effet escompté, laissant à Benito Mussolini les mains libres. Si les grévistes obtiennent parfois raison, les absents ont toujours tort, nous dit le proverbe. Paris garde un souvenir cuisant de la grève des étudiants en 1229, au lendemain d'une rixe dans le quartier Saint-Michel entre les actuels 5e et 13e arrondissements, où des étudiants fêtant Mardi Gras sont corrigés par un tavernier mécontent. Une émeute éclate. Les étudiants relèvent de la justice ecclésiastique, mais devant sa clémence, la régente fait intervenir la garde de Paris et plusieurs étudiants sont tués, dont on clame l'innocence. L'université se met en grève, au grand bénéfice des universités anglaises de Cambridge et Oxford. En 1539, le sénéchal, représentant du roi de France, François Ier, fait interdire la grève à la suite du grand trick des imprimeurs de Lyon. Les prestigieux compagnons typographes s'estimant insuffisamment payés pour leurs 15 heures de travail quotidien. L'interdiction de toute forme d'organisation du travail sera réitérée à l'échelle du royaume dans l'ordonnance de Villers-Cotterêts en août de la même année. Le décret d'Alard et la loi de Chapelier au début de la Révolution française en 1791 réitéreront l'interdiction de tout groupement professionnel. La grève ne s'appelle ainsi en France que depuis le début du 19e siècle, les registres de police relevant leur surprise devant ce néologisme ouvrier. La grève est étymologiquement le nom donné à un terrain plat formé de sable et de gravier au bord de la mer ou d'un cours d'eau. C'est le nom donné à Paris, l'actuelle place de l'Hôtel de Ville, qui servait non seulement de lieu d'exécution, la célèbre place de grève, immortalisée entre autres par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, mais aussi d'un lieu où décharger des marchandises, le port de la capitale en quelque sorte. C'est là que les ouvriers se rassemblaient quand ils cherchaient du travail. On se met à dire qu'ils faisaient grève. Par extension, le terme en vain a désigné une coalition d'ouvriers qui refusent de travailler tant qu'on ne leur a pas accordé certaines conditions qu'ils réclament. Preuve en est donnée que les rassemblements de travailleurs, quelles que ne soient les raisons, débouchent tôt ou tard sur une conscience commune. Au cours du 19e siècle, l'interdiction du droit de grève est réitérée en 1810 et inscrite dans le code pénal. Le délit de coalition est ensuite abrogé en 1864 sous le Second Empire par la loi Olivier. En 1884, durant la Troisième République, la loi Waldeck-Rousseau abolit la loi de Le Chapelier et autorise les syndicats. Il faut attendre la 4ème République en 1946 pour que le droit de grève soit inscrit dans le préambule de la Constitution.
Depuis 2000, il fait partie de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au fur et à mesure de l'industrialisation du continent, la grève s'étend comme un mode d'action et souligne combien la condition ouvrière devient une question centrale. En quasiment une décennie, des lois autorisent associations ouvrières et grèves dans de nombreux pays européens. France 1864, Belgique 1866, Prusse 1869, Pays-Bas 1872. Les grèves concernent alors aussi bien les lieux où la main-d'œuvre est principalement masculine, mais également mixte ou féminine. Des avancées sociales considérables ont lieu durant le dernier tiers du XIXe siècle. La loi Waldeck-Rousseau de 1884 autorise les syndicats professionnels. Celle de 1892 limite à 11 heures par jour le temps de travail des femmes et des enfants. Et celle de 1898 crée un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents du travail. Ces différentes législations s'inscrivent dans le cadre de mobilisations ouvrières extrêmement soutenues. Les syndicats ouvriers, les partis socialistes s'affirment et font de la grève un outil de revendication politique majeure. L'historienne Marion Fontaine nous rappelle que la grève, comme forme de contestation privilégiée par les ouvriers comme arrêt du travail qui vise à développer un rapport de force, pour contraindre le patron à céder sur une question de salaire, de conditions de travail, de temps de travail. La grève se développe et s'impose parmi les ouvriers à partir des années 1850-1870. S'il existe des formes de protestation individuelle, destruction de machines, sabotage, freinage, Marion Fontaine commente l'essor de la grève quand les ouvriers prennent conscience qu'ils forment un groupe, un collectif, et qu'ils disposent du potentiel d'arrêter le travail et donc de freiner, d'arrêter la machine productive. L'historienne poursuit, il faut attendre que le monde ouvrier se soit suffisamment développé, que les concentrations ouvrières aient suffisamment grossi pour que la grève, comme mouvement collectif, s'impose comme arme privilégiée dans la classe ouvrière. La France arrive en tête des statistiques européennes, note Laure Machou, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, spécialiste du droit du travail et des mouvements sociaux. Mais ce ne signifie pas pour autant que les relations y sont plus conflictuelles. C'est d'autant plus vrai que les outils statistiques diffèrent d'un pays à l'autre, rendant complexe toute approche comparatiste. En France, poursuit-elle, les grèves sont marquées par la participation massive des salariés du secteur public. En Angleterre ou en Allemagne, le droit de grève est plus restrictif, mais dans le premier cas, la conflictualité est en hausse dans le secteur privé. En Allemagne, on ne peut pas faire grève durant toute la durée de validité de l'accord collectif. De ce fait, les grèves sont plus rares, mais plus longues. Vers la fin et aux sorties de la Première Guerre mondiale, les grèves généralisées se sont accompagnées de perspectives révolutionnaires. Que celles-ci soient couronnées de succès comme en Russie ou vouées à l'échec comme en Allemagne, ou encore trop velléitaires pour s'incarner véritablement comme en Italie. Dans ce dernier cas, elles ont surtout conduit à l'organisation militarisée de la réaction autour du fasciste. Au début des années 1900, cette ligne offensive de la classe ouvrière se renforce encore. La grève est devenue une caractéristique identitaire du monde ouvrier, mais elle reste constamment discutée à la fois dans ses formes et dans ses finalités, au sein même du monde ouvrier. Les succès des révolutionnaires russes, l'unification de plusieurs branches du socialisme au sein de la SFIO, mais aussi le choc provoqué par la grande catastrophe minière de Courrières en 1906, accentuent encore le choix d'un syndicalisme révolutionnaire. Celui-ci trouve son plein accomplissement lors du congrès d'Amiens de la CGT, où la grève générale est érigée en principe fondateur du mouvement ouvrier et se présente comme un acte révolutionnaire visant à renverser le système capitalisme. Avec le Front populaire en France en 1936, les grandes grèves se sont inscrites dans une perspective réformiste, entraînant cependant dans la légende de l'histoire ouvrière du pays. Les grèves de mai 68 ont renoué avec la mythologie révolutionnaire, laissant cependant derrière elles la violence insurrectionnelle et toute perspective concrète de renversement du pouvoir. La grève aujourd'hui s'inscrit fondamentalement dans une conflictualité sociale très codifiée. Le mythe de la grève générale perdure parce qu'il fournit un horizon,
Malgré un déclin de la conflictualité depuis les années 1980 en France, 3 personnes sont mortes au cours d'affrontements de manifestations depuis 2015. Le nombre de blessés graves est quant à lui en forte augmentation, avec l'évolution des armements répressifs dont l'usage suscite le débat. S'il est un record à rappeler au sein de l'Union européenne, c'est peut-être celui-là, symptôme d'une crise profonde du modèle français du maintien de l'ordre, lequel n'a pas fait l'impasse sur un arsenal capable d'infliger des blessures invalidantes et parfois mortelles. Comme on l'a vu, la valorisation des salaires, sécurité des ouvriers, réduction du temps de travail, les mouvements ouvriers se saisissent de la grève comme outil révolutionnaire pour protester contre une organisation du travail oppressante, affirmer un contre-pouvoir et renverser le système capitaliste. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.